Les nazis n'ont jamais découvert qu'un prisonnier avait planifié son évasion d'Auschwitz pour dire la vérité. Mischa Witold Pilecki, 19 septembre 1940, 2 heures du matin, Varsovie occupée, Pologne. Witold Pilecki marchait délibérément vers le piège le plus mortel jamais construit. Pendant que d'autres Polonais fuyaient désespérément les rafles nazies, cet officier de cavalerie de 39 ans se dirigeait droit vers l'une d'elles, avec de faux papiers dans la poche et un plan suicidaire dans la tête. Se laisser arrêter, être déporté à Auschwitz et revenir vivant pour raconter au monde ce qui s'y passait réellement. Les nazis avaient fait d'Auschwitz un trou noir de l'information. On y entrait, on disparaissait. Des familles recevaient des urnes de cendres sans explication. Des rumeurs couraient à propos d'un camp de concentration installé dans les anciennes casernes polonaises, près d'Auschwitz. Mais personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur. Le Reich avait créé le secret parfait. Un endroit si horrible que les témoins ne pouvaient pas survivre pour témoigner. Witold Pilecki allait briser ce secret, non pas en s'évadant d'Auschwitz au départ, mais en y entrant volontairement, en survivant à l'impossible, en construisant un réseau de résistance au cœur de l'enfer. Puis, en s'échappant pour remettre aux Alliés le premier rapport détaillé sur le génocide industrialisé. Ce que les nazis ne découvrirent jamais, c'est que le détenu numéro 4, 1859, qui ressemblait à un simple menuisier polonais arrêté lors d'une rafle routinière, était en réalité un agent du renseignement militaire en mission d'infiltration, la plus audacieuse de toute la Seconde Guerre mondiale. Pendant 947 jours à l'intérieur d'Auschwitz, Pilecki bâtit une organisation clandestine de près d'1 millier de membres, documenta méthodiquement les atrocités nazies, établit des lignes de communication avec l'extérieur et planifia son évasion avec une précision militaire. Le 27 avril 1943, après 2 ans et demi dans un camp où l'espérance de vie moyenne ne dépassait pas 3 mois, Pilecki s'évada. Il parcourut 100 km à travers le territoire occupé, évita des patrouilles de la SS, atteignit Varsovie et rédigea un rapport d'une centaine de pages qui deviendrait le premier dossier complet sur Auschwitz reçu par les Alliés. Les Britanniques et les Américains ne le crurent pas. Ils considérèrent ces descriptions de chambres à gaz et de crématoires industriels comme des exagérations de propagande. Ils rejetèrent ses supplications de bombarder les voies de ferrée menant à Auschwitz. Ils classèrent son rapport comme peu fiable. 1 100 000 personnes mouraient à Auschwitz avant sa libération en janvier 1945. Voici l'histoire d'un homme qui choisit d'être prisonnier dans le pire endroit jamais créé, d'un homme qui survécut en consignant l'horreur que tous refusaient de regarder, d'un homme qui s'évada de l'inévitable, et dont le témoignage fut ignoré par ceux-là même qui réclamaient des preuves de la Shoah. L'homme avant l'enfer, Witold Pilecki, naquit le 13 mai 1901 à Olonets, en Carélie, en Russie, où sa famille polonaise vivait en exil forcé sous l'occupation tsariste. Son enfance fut marquée par la résistance. Sa famille faisait fonctionner des écoles polonaises clandestines, interdites par les autorités russes qui tentaient d'effacer l'identité polonaise. Avant même ses 10 ans, Pilecki comprenait déjà qu'en territoire occupé, préserver son identité exigeait une désobéissance organisée. En 1918, quand la Pologne retrouva l'indépendance après 123 ans d'effacement, Pilecki avait 17 ans et s'engagea immédiatement dans l'armée polonaise renaissante. Il combattit durant la guerre polono-soviétique de 1919 à 1921. Lorsque la Pologne défendit sa liberté retrouvée face à la Russie bolchevique. À 19 ans, Pilecki avait déjà tué au combat et savait que l'indépendance polonaise resterait toujours menacée, à l'Est comme à l'Ouest. Pendant les années de paix,
De 1921 à 1939, il devint une figure assez rare. Un soldat agronome. Il étudia l'agriculture, administra un petit domaine familial à Skurcze, épousa Maria Ostrowska en 1931, eut 2 enfants, Andrzej et Zofia. Il menait la vie d'un propriétaire rural polonais typique, à ceci près qu'il ne quitta jamais la réserve de l'armée et entretint un entraînement militaire constant. Le 1er septembre 1939, quand la Wehrmacht envahit la Pologne par l'ouest, puis que l'armée rouge attaqua à son tour par l'est 17 jours plus tard, Pilecki se battit comme officier de cavalerie. Pris en étau entre 2 puissances totalitaires, le pays s'effondra en 5 semaines. Mais Pilecki, comme des milliers d'officiers polonais, refusa la capitulation. Quand le gouvernement polonais partit en exil, lui resta et il fonda l'une des premières organisations de résistance. La Tajna Armia Polska, l'armée secrète polonaise. En 1940, Varsovie occupée vivait sous une terreur méthodique. Les nazis appliquaient une politique de décapitation, arrestation systématique de l'intelligentsia polonaise, officiers, professeurs, médecins, avocats, prêtres, tous ceux capables d'organiser une résistance. Les rafles étaient constantes, imprévisibles, mortelles. C'est dans ce contexte que Pilecki reçut un ordre de son commandant dans la résistance, le major Jan Włodarkiewicz. Il nous faut du renseignement sur Auschwitz. Les Allemands y construisent quelque chose. Nous devons savoir quoi. Auschwitz avait ouvert en juin 1940 comme camp de concentration pour prisonniers politiques polonais. Les nazis avaient se transformé d'anciennes casernes de l'armée polonaise en prisons de masse. Les premiers convois transportaient des militants politiques, des résistants capturés, des intellectuels. Ils entraient et disparaissaient. Les familles recevaient de brèves notifications. Votre proche est décédé. Cause naturelle, les cendres peuvent être réclamées contre paiement. Le commandant de Pilecki proposa alors une folie. Il nous faut quelqu'un qui se laisse arrêter, soit déporté à Auschwitz, survive, organise une résistance interne, collecte du renseignement, puis s'évade pour faire un rapport. La mission avait tout d'un suicide. La probabilité de survivre à chaque étape était minuscule. Se faire arrêter sans éveiller de soupçons exigeait une comédie parfaite. Survivre à Auschwitz plus que quelques semaines relevait d'une chance extraordinaire. Organiser un réseau sous la surveillance totale de la SS demandait une audace inhumaine. S'évader, enfin, tenait du miracle. Pilecki se porta volontaire immédiatement. Son raisonnement était simple et terrifiant de lucidité. Si nous ne faisons pas ça, personne ne saura jamais. Les Allemands construisent nos quelque chose en secret. Quand ils auront fini, ils effaceront les preuves et les témoins. Nous devons documenter pendant que cela se produit, sinon le monde ne croira jamais que c'est arrivé. Une logique tragiquement confirmée 3 ans plus tard, quand les Alliés rejetèrent de son rapport comme invraisemblable. L'arrestation volontaire. 19 septembre 1940, Varsovie. Les rafles nazis suivaient des schémas relativement prévisibles. La Gestapo et la Wehrmacht encerclaient des immeubles pendant le couvre-feu, attrapaient tous les hommes en âge de porter les armes, vérifiaient leurs noms sur des listes de recherchés, arrêtaient certains et envoyaient les autres vers le travail forcé. Pilecki planifia son arrestation dans les moindres détails. Il adopta une identité fictive. Tomasz Serafiński, menuisier, sans affiliation militaire évidente, mais suffisamment suspect pour être retenu lors d'une rafle. Il mémorisa la biographie complète de ce personnage. Lieu de naissance, emploi, nom de proche, détails que les interrogateurs nazis pourraient vérifier. Dans la nuit du 19 septembre,
Pilecki se rendit dans le quartier de Joliborz, cible identifiée par le renseignement de la résistance, comme zone de rafle imminente. Il se plaça dans l'appartement d'un contact, avec 2 autres agents, Jan Redzej et Czesław Jaworski, qui se laisseraient eux aussi arrêter pour l'accompagner. À 2 heures, les troupes allemandes encerclèrent l'îlot. Elles frappèrent aux portes à coups de crosse, hurlant « Allmänner raus, tous les hommes dehors !» Pilecki et ses 2 compagnons sortirent calmement. 2000 hommes furent arrêtés cette nuit-là, alignés en colonne dans la rue, gardés par des soldats de la Wehrmacht armés de mitrailleuses. Les nazis contrôlèrent les papiers. L'officier responsable regarda l'identité de Tomasz Serafinski avec suspicion. Profession ? Menuisier, répondit Pilecki en polonais. Où travaillez-vous ? Je fabrique des meubles. Je travaille à mon compte. L'officier le désigna comme suspect, probablement parce qu'il restait vague sur un employeur précis. Exactement ce que Pilecki avait prévu. Après des heures d'attente, environ 1800 hommes furent relâchés. 200 furent retenus, dont Pilecki, Redzej et Jaworski. On les chargea dans des camions militaires et on les emmena à la prison de Pawiak, au centre de Varsovie. Pawiak était l'antichambre de l'enfer. Des cellules prévues pour 4 personnes en contenaient 40. Pas de sanitaire fonctionnel. Pour manger, une tranche de pain et une soupe claire. Les interrogatoires étaient brutaux, conçus pour identifier les membres de la résistance. Pendant 3 jours, Pilecki maintint sa couverture sous les interrogatoires. Les Bélan nazis frappaient, menaçaient, mais lui répondait invariablement comme un menuisier ignorant, arrêté par malchance. Une performance parfaite, soutenue sous la torture. Le 22 septembre 1940, 3 jours après l'arrestation, les nazis annoncèrent le sort des détenus. Déportation au Konzentrationslager Auschwitz. Les prisonniers furent entassés dans des wagons, 100 hommes par wagon, conçus pour 8 chevaux. Sans nourriture, sans eau, sans toilette. Le trajet vers Auschwitz dura 14 heures. Les hommes étaient comprimés au point de ne pas pouvoir s'asseoir. Certains s'effondraient et se faisaient piétiner. D'autres déféquaient sur place. L'odeur était insoutenable, la chaleur étouffante, la peur palpable. À 22 heures, le 22 septembre, le train arriva à la gare d'Auschwitz. Les portes s'ouvrirent violemment. Des gardes SS avec des chiens hurlaient « Raus, raus, schneller !» Dehors, dehors, plus vite. Ils frappaient les prisonniers à coups de crosse pour les forcer à se mettre en rang. Pilecki était entré volontairement dans l'endroit où plus d'1 million de personnes mourraient. Il devenait le prisonnier numéro 4, 1859. Ce que les nazis ne sauraient jamais, c'est que ce menuisier silencieux consignait mentalement chaque détail. Nom de garde, plan du camp, routine de surveillance, faille de sécurité. Dès sa première minute à Auschwitz, Pilecki agissait comme un agent infiltré en territoire ennemi. La mission venait de commencer. Les premiers jours, bienvenue en enfer. La bienvenue à Auschwitz était une mécanique de destruction psychologique. Les nazis savaient que briser la volonté humaine dans les premières heures déterminait les chances de survie. Provoquer le choc, la terreur, le désespoir absolu au premier contact, c'était installer la hiérarchie. Les prisonniers n'étaient plus des êtres humains, mais des objets destinés au travail et à la mort. Les 728 prisonniers du convoi de Pilecki furent alignés sur la place principale du camp. Il était minuit, la température frôlait 0 et la plupart portèrent des vêtements légers, arrêtés sans avertissement. Les gardes SS, aidés par des kapos, prisonniers privilégiés chargés de surveiller les autres, commencèrent le rituel. Mützenab, casquette enlevée,
Les hommes obéirent. Mützen auf, casquette remise. Ils obéirent. Pendant 2 heures, l'absurdité continua. Enlever, remettre. Plus vite, plus vite. Trop lent, coup de matraque. Trop rapide, insolence, coup plus violent. Pilecki, formé militairement, comprit aussitôt. Ce n'était pas une histoire de casquette. C'était l'apprentissage de la soumission totale. Montrer que les ordres seraient arbitraires, contradictoires, impossibles à satisfaire correctement. Montrer que la punition serait inévitable, même si l'on obéissait. Après les casquettes, les prisonniers furent forcés à faire des squats, des pompes, courir en rond, pendant que les gardes hurlaient des ordres incompatibles et frappaient ceux qui n'y arrivaient pas. Les hommes s'effondraient d'épuisement. Les capots les piétinaient jusqu'à ce qu'ils se relèvent ou meurent. À 3 heures, plusieurs étaient déjà morts. Leurs corps restèrent sur la place comme avertissement. Les survivants furent conduits aux douches de désinfection. On les força à se déshabiller entièrement, à rester dans de l'eau glacée, puis on les rasa complètement, cheveux, sourcils, poils du corps. Ensuite, on les aspergea d'un désinfectant chimique qui brûlait la peau, surtout les parties génitales et les plaies ouvertes. Les cris de douleur étaient accueillis par des coups. Puis vint le tatouage. Un numéro sur l'avant-bras gauche. Pilecki devint officiellement le détenu 4859. Plus de nom, plus d'identité, un chiffre. On leur distribua des uniformes rayés, pantalons et vestes de tissu mince, totalement insuffisants pour l'automne-hiver polonais. Des sabots en bois qui donnaient des ampoules immédiatement. Pas de sous-vêtements, pas de chaussettes. À 6 heures, après 6 heures de bienvenue à coups et humiliations, les prisonniers furent affectés au bloc. Pilecki fut envoyé au bloc 17. Des baraquements conçus pour 250 personnes en contenaient 700. Des chalices à 3 niveaux, des planches sans matelas, une couverture fine partagée entre 3 hommes. Il n'y eut pas de sommeil. À 6h30, le sifflet retentit. 5 minutes pour se mettre en rang dehors pour l'appel, le comptage du matin. L'appel était une autre torture. Les prisonniers restaient immobiles en rang pendant que les SS comptaient et recomptaient, parfois en chantant, pendant au moins 2 heures, parfois 6. En hiver, des hommes mouraient d'hypothermie pendant l'appel, et leur corps restait debout, maintenu par la foule, jusqu'à la fin du comptage. Après l'appel, petit déjeuner. Un gobelet de café, de l'eau chaude colorée sans valeur nutritive. Puis, l'affectation au travail. Auschwitz était une machine construite autour du travail esclave. 12 heures par jour sur des chantiers, dans des usines, des carrières, des exploitations agricoles. Un travail conçu pour tuer, charges impossibles, outils inadaptés, cadence infernale. Capos et gardes frappaient sans arrêt, accélérant, punissant tout arrêt. Pilecki fut affecté à un commando de construction à transporter des briques pour l'extension du camp. Chaque brique pesait 5 kilos. Les prisonniers couraient avec 20 briques, montèrent des escaliers, sans pause. Trop lent, coup. Chute, coup plus violent. Et si l'on ne se relevait pas, on mourait là. Lors de sa première journée de travail, Pilecki vit 23 hommes mourir. Déshydratation, épuisement, coup. L'un fut abattu parce qu'un garde prétendit qu'il tentait de s'évader, alors qu'il avait simplement trébuché en sortant du rang. Le repas du midi. 1 litre de soupe, de l'eau avec quelques morceaux de pommes de terre pourries, parfois des traces de viande indéfinissables. Valeur calorique, environ 200 calories. Les prisonniers en brûlaient 3000 à 4000 par jour, sous le travail forcé. Les mathématiques étaient simples. Mourir de faim en 2 à 3 mois. Plus vite encore si le travail et les coups accélérèrent le processus.
Le dîner, à 19h, une autre tranche de pain, parfois avec un peu de margarine, parfois avec une confiture synthétique. Environ 300 calories supplémentaires. Après le dîner, encore un appel, un autre comptage interminable. Les prisonniers épuisés debout. Puis, enfin, retour aux baraques. Mais il n'y avait pas de repos. Les chalits étaient si serrés qu'il était impossible de se retourner. La dysenterie, quasi générale, faisait déféquer les hommes sans contrôle. L'odeur était insupportable. Des rats infestaient les baraques et mordèrent les dormeurs. Les poux transmettaient le typhus. Premier jour de Pilecki à Auschwitz. 18 heures éveillées, 6 heures de travail brutal, frappé 3 fois, témoin de 23 morts et environ 700 calories ingérées. C'était intenable. Et ce n'était que le premier jour. Les vétérans du camp, ceux qui avaient survécu des mois, expliquaient la règle. 3 mois en moyenne pour les équipes de construction, 6 mois pour les postes en intérieur, 1 an pour les positions privilégiées comme médecin, menuisier, administrateur. Pilecki calcula. Il devait survivre au moins 1 an pour réussir sa mission. Les chances étaient microscopiques. Cette première nuit, allongé dans un chalit infesté, entouré de mourants, Pilecki fit face à la réalité de son choix. Il était entré volontairement en enfer. Désormais, il devait non seulement survivre, mais organiser une résistance, documenter les crimes et finir par s'évader. La mission semblait impossible. Mais Pilecki avait compris quelque chose que les nazis ignoraient. Auschwitz était un camp d'extermination bâti autour du travail esclave. Oui, mais c'était aussi une société de milliers de prisonniers. Et là où il y a société, il y a politique, alliance et possibilité de résistance. Les nazis contrôlaient les structures physiques. Mais les liens humains, la solidarité clandestine, l'organisation invisible, cela, on pouvait le construire sous leur nez. Le lendemain, Pilecki commença à bâtir son réseau. Construire l'organisation invisible. Organiser une résistance à Auschwitz était d'un ordre de difficulté supérieur à n'importe quelle opération clandestine en territoire occupé. À Varsovie, la résistance agissait dans une ville d'1 million d'habitants, avec des milliers de maisons, de caves, d'immeubles, de lieux où se réunir en secret. À Auschwitz, tout était sous surveillance constante. Tour de garde avec mitrailleuse, capos espionnant les détenus, indicateurs infiltrés, peine immédiate de mort pour toute organisation suspecte. Mais Pilecki comprit qu'Auschwitz avait des failles structurelles exploitables. Première faille. Les nazis devaient faire tourner le camp, donc les prisonniers travaillaient et entraient en contact. Deuxième faille. Les nazis ne pouvaient pas contrôler chaque conversation parmi des milliers d'hommes. Troisième faille. Capos et certains gardes étaient corruptibles. Pilecki recruta méthodiquement. Son premier critère fut la survie. Recruter des mourants n'avait aucun sens. Il cherchait ceux qui montraient une résilience physique et mentale. Ceux qui tenaient encore debout après des semaines ou des mois. Ceux qui conservaient une dignité malgré l'inhumain. Son premier recrue fut Słowacki, un officier polonais qu'il reconnaissait d'avant-guerre. Słowacki travaillait à la cuisine, un poste privilégié, donnant accès à un peu plus de nourriture. En octobre 1940, 3 semaines après leur arrivée, Pilecki l'approcha pendant un moment à la baraque. « Il faut s'organiser », murmura-t-il. « Il faut un réseau pour survivre, partager l'information et, à terme, résister. » Słowacki, d'abord méfiant, soupçonnant un piège nazi, l'observa longuement. « Pourquoi toi? Pourquoi maintenant ?»« Parce que quelqu'un doit le faire, » répondit Pilecki. « Et parce que j'ai des contacts dehors. Ils doivent savoir ce qui se passe ici. » C'était à moitié vrai,
Il avait des contacts, mais pas encore de moyens de communication. Pourtant, la confiance exigeait d'afficher une compétence ferme. Słowacki accepta. Il devint le deuxième membre de ce que Pilecki appela le Związek Organizacji Wojskowej, ZOW, l'Union des organisations militaires. Ensuite vinrent des recrues issus des postes stratégiques, des menuisiers qui circulaient entre secteurs, du personnel médical pouvant cacher des malades et gagner du temps, des magasiniers manipulant des stocks et capables de voler nourriture et matériel. Le ZOW fut structuré en cellules. Chaque membre ne connaissait que son recruteur et ceux qu'il recrutait. Des groupes de 5, reliés verticalement mais pas horizontalement. Si une cellule était compromise, le dégât restait limité. Une structure classique de clandestinité, adaptée à un camp d'extermination. En décembre 1940, 3 mois après son arrivée, Pilecki avait 72 membres. En avril 1941, 143. En décembre 1941, 317, répartis dans tous les blocs et commandos. Leur activité, au départ, était pragmatique. La survie avant la résistance active. Objectifs initiaux. Redistribuer un peu de nourriture volée. Protéger médicalement les membres en les faisant admettre à l'infirmerie. Influencer les affectations de travail afin d'éviter les commandos les plus meurtriers. Collecter du renseignement interne sur les routines des gardes et les sélections. Et surtout, offrir un soutien moral, car savoir qu'on n'est pas seul, qu'un réseau existe, donnait une raison psychologique de tenir. Mais Pilecki visait plus que survivre. Il voulait documenter, enregistrer avec une précision maniaque ce qui se déroulait à Auschwitz pour le rapport final destiné à l'extérieur. En 1941, Auschwitz était encore majoritairement un camp de concentration de prisonniers politiques polonais. Mais il changeait. Les nazis commencèrent à utiliser le Zyklon B en septembre 1941. D'abord sur des prisonniers de guerre soviétiques. En 1942, arrivèrent des convois massifs de Juifs de toute l'Europe occupée. Pilecki documenta tout. Nom des commandants SS, structure hiérarchique, chiffres de prisonniers, mortalité, méthode d'exécution, construction des chambres à gaz et des crématoires. Il ne pouvait pas écrire, alors il mémorisait. Il développa un système mnémotechnique pour retenir des milliers de données. Noms liés à des images, chiffres transformés en motifs, dates associées à des événements. Un effort extraordinaire de mémoire, sous la faim et l'épuisement. Mais mémoriser ne suffisait pas. Il fallait transmettre à l'extérieur. Or, Auschwitz était conçu comme un système fermé. Pas de courrier, pas de visite, pas de communication. On entrait, on disparaissait. Pilecki trouva la fissure. Les ouvriers civils polonais. La ligne de communication Auschwitz employait environ 1000 travailleurs civils polonais pour construire, entretenir et administrer. Ils vivaient hors du camp, entraient chaque jour, avaient des contacts limités avec les prisonniers, puis ressortaient. Contrôlés par les nazis, oui, mais pas comme les détenus. Pilecki comprit que certains civils sympathisaient avec la résistance. Le défi était d'entrer en contact sans être repéré, de convaincre ces hommes de risquer leur vie comme messagers et de mettre en place un système capable de survivre à la chasse nazie. L'occasion se présenta en mars 1941. Pilecki travaillait temporairement dans un commando de menuiserie qui réparait des structures du camp. Le chef d'équipe était un civil nommé Władysław Surmaki, qui montrait de subtils signes de compassion. Il laissait parfois, par inadvertance, un morceau de pain à portée des prisonniers, avertissait de certaines inspections surprises et parlait à voix basse quand les gardes regardaient ailleurs. Lors de la réparation d'un abri,
Pilecki s'approcha pendant une distraction des SS. « Je suis officier de l'armée polonaise », souffla-t-il. « J'ai des informations cruciales. Elles doivent parvenir à Varsovie. Pouvez-vous aider ?» Surmaki, surpris mais sans réaction visible, continua de travailler. Après une minute de silence, « Trop dangereux. Ils me tueront. » « Des milliers meurent ici chaque mois, » répondit Pilecki. « Le monde doit savoir. Vous êtes la seule connexion. » Surmaki ne répondit pas ce jour-là. Mais une semaine plus tard, il revint vers lui. « Je peux porter de petits messages. Rien d'écrit. Juste des informations mémorisées. Si on m'attrape, je dirai que vous m'avez menacé. » C'était imparfait. Mais ça marchait. Pilecki lui transmit un premier message pour la résistance à Varsovie. Conditions dans le camp, chiffres de détenus, mortalité, demande de matériel, nourriture, médicaments, argent pour corrompre. Surmaki livra le message. 2 semaines plus tard, réponse. Votre message est arrivé. De quoi avez-vous besoin? La première ligne de communication entre Auschwitz et l'extérieur était créée. Elle était lente, fragile, vulnérable. Mais elle existait. En 1941, Pilecki élargit à 5 messagers civils, chacun alimentant des contacts différents à Cracovie et Varsovie. Les messages circulaient sous plusieurs formes. Informations mémorisées. Notes sur papier à cigarettes cachées dans les vêtements. Codes via des reçus de travail. Cette communication permit quelque chose de révolutionnaire. Demander et recevoir des ressources. La résistance envoya de l'argent dissimulé via les civils. Pilecki l'utilisa pour corrompre des capots et des gardes subalternes, achetant des avantages. Un peu plus de nourriture, des transferts de travail, une protection contre certaines sélections. Ce n'était pas grand-chose. Mais dans l'économie du camp où les prisonniers n'avaient rien, de petites sommes achetaient la survie. Les pots de vin achetèrent aussi une autre monnaie, l'information. Des gardes ivres parlaient. Des capots ambitieux l'achètent des détails. Pilecki voyait Auschwitz muter, du camp de concentration vers la machine d'extermination. Puis, en juillet 1942, arriva le basculement. Les premiers transports massifs de Juifs commencèrent à affluer dans le cadre de l'action Reinhard, l'opération d'extermination des Juifs de la Pologne occupée. Témoin du génocide industriel. Le 14 juillet 1942, un train venu de France arriva avec 1000 personnes. Ce n'étaient pas des prisonniers politiques. C'étaient des familles juives entières, hommes, femmes, enfants, vieillards. On les avait rassemblés à Paris sous prétexte de réinstallation à l'Est. Pilecki observa à distance le déchargement. Contrairement au convoi précédent, on ne procéda pas à l'enregistrement complet. À la place, les nazis organisèrent une sélection sur la rampe. Des médecins SS séparèrent les gens en 2 groupes. D'un côté, les hommes jeunes et en bonne santé. De l'autre, la majorité. Femmes, enfants, vieillards, malades. Le grand groupe, environ 750 personnes, fut conduit directement vers un bâtiment signalé comme bain. Ils ne revinrent pas. Quelques heures plus tard, des camions transportèrent les vêtements vers les entrepôts du camp. Pas une seule personne. Pilecki comprit immédiatement ce qu'il venait de voir. Le meurtre était devenu industriel. Ce n'était plus l'exécution de quelques individus. C'était l'élimination en masse de catégories entières. Les jours suivants, d'autres convois. Des milliers de Juifs de France, des Pays-Bas, de Belgique, de Grèce. À chaque fois, sélection sur la rampe, majorité vers les bains, disparition. En août 1942, Auschwitz était devenu une usine de mort.
4 complexes de chambres à gaz et crématoires furent construits à Birkenau, Auschwitz II, conçus pour tuer jusqu'à 4400 personnes par jour. Le processus était glacial d'efficacité. On conduisait les victimes dans des bâtiments ressemblant à des douches. On leur disait qu'il fallait se désinfecter après le voyage. Ils devaient se déshabiller, accrocher leurs vêtements à des crochets numérotés pour les récupérer ensuite. Puis ils entraient dans les douches, qui étaient en réalité des chambres à gaz. Des SS versaient des cristaux de Zyklon B par des ouvertures au plafond. Le gaz, à l'origine pesticide, tuait par asphyxie en 15 à 21 minutes. Les victimes, comprenant trop tard la tromperie, se pressaient contre les portes scellées, s'écrasant mutuellement dans une panique finale. Une fois la mort confirmée, les Sonderkommando, prisonniers forcés de travailler au crématoire, ouvraient les portes, retiraient les corps, arrachaient les dents en or, coupaient les cheveux pour l'industrie, puis brûlaient les cadavres dans des fours fonctionnant jour et nuit. Les cendres étaient jetées dans les rivières ou utilisées comme engrais. Pilecki consigna chaque détail. Il parla au Sonderkommando, qui racontait l'indicible. Des mères protégeant leurs enfants jusqu'au dernier instant, des vieillards priant, des gens écrivant des mots d'adieu qui ne seraient jamais lus. Il entendit aussi des SS se vanter, ivres, de l'efficacité du système, et des administrateurs évoquer la logistique des convois. Il mémorisa les chiffres. En août 1942, environ 8000 personnes étaient gazées chaque jour. En septembre, 12 000. À la fin de 1942, il estimait environ 175 000 morts dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Ces données étaient presque impossibles à croire. L'esprit humain rejette des volumes d'atrocités aussi gigantesques. Pilecki le savait, et c'est pour cela qu'il cherchait une précision obsessionnelle. Sans détails vérifiables, le monde rejetterait tout comme propagande. Via son réseau, il envoya des messages de plus en plus urgents. En octobre 1942, il transmit un rapport détaillé sur les chambres à gaz, les crématoires, les sélections, les nombres de morts. La résistance de Varsovie répondit avec scepticisme. « Êtes-vous sûr de ces chiffres? Ils paraissent exagérés. » Pilecki répliqua avec une colère contenue. « Je le vois se produire. Des milliers meurent chaque jour. Ou vous me croyez et vous faites quelque chose, ou des millions mourront. » Même à l'intérieur du camp, certains membres du ZOW n'arrivaient pas à y croire totalement. Le génocide industriel était si inédit que les témoins eux-mêmes doutaient de leur perception. Un prisonnier polonais, survivant depuis 2 ans, dit à Pilecki « Les Allemands sont civilisés. Cette guerre est brutale, oui. Mais une extermination industrielle de tous les Juifs d'Europe? C'est trop absurde. Il doit y avoir exagération. » Pilecki l'emmena à un point d'observation où l'on voyait une fumée permanente. « Tu vois cette fumée? Ce sont des corps. Des milliers chaque jour, où tu crois tes yeux, où tu crois ton idée de la civilisation. Mais tu ne peux pas croire les deux. » Documenter la Shoah pendant qu'elle se déroulait devint son obsession. Survivre ne suffisait pas. Il fallait s'évader, rapporter, convaincre le monde d'agir avant que l'extermination soit complète. Mais une complication surgit. Plus il récoltait d'informations, plus la résistance extérieure voulait qu'il reste pour alimenter le flux. À Varsovie, on lui répondit « Continuez, le renseignement est vital. » Pilecki fut face à un dilemme impossible. Rester signifiait documenter davantage, mais aussi risquer la mort chaque jour. S'évader, c'était sauver sa peau et livrer un rapport complet. Mais abandonner son réseau et interrompre une source cruciale. Début 1943, il estima avoir assez de matière pour un rapport global. Il estima aussi qu'il ne tiendrait plus longtemps. 30 kilos perdus.
typhus récurrent, coups à répétition, corps en train de lâcher. En mars 1943, il décida. Il s'évaderait en avril, quoi qu'en dise Varsovie. Mais s'évader d'Auschwitz était réputé impossible. Planifier l'impossible Auschwitz était conçu comme une prison parfaite. Barbelé électrifié à 8,000 volts. Mirador tous les 150 mètres, avec mitrailleuse et projecteurs. Patrouille de chiens. Zone d'exclusion de 2 km autour du camp, où tout civil pouvait être abattu sans sommation. Les nazis répétaient que s'évader était impossible. Et ils renforçaient cette idée par une politique de responsabilité collective. Si un prisonnier s'échappait, 10 détenus de son bloc étaient exécutés. Résultat, les prisonniers se surveillaient entre eux, dénonçant des plans d'évasion pour éviter d'être choisis. De 1940 à 1945, sur environ 1,3 million de personnes envoyées à Auschwitz, 802 tentèrent de s'évader. 144 réussirent. 658 furent repris et exécutés publiquement, souvent après torture. Les chances: 18% de succès, 82% de mort. Pilecki étudia chaque tentative qu'il avait vue en 2 ans et demi, analysant ce qui marche et ce qui échoue, le bon timing, période de distraction, l'aide extérieure, civils fournissant vêtements, papiers, transport, un déguisement crédible et surtout la vitesse. Les 2 premières heures étant décisives. Il bâtit un plan intégrant tout cela. Il partirait avec 2 autres prisonniers, Jan Redzej, arrêté avec lui en 1940, et Edward Ciesielski. Il lui fallait un poste donnant accès au périmètre. Il usa de son réseau pour être transféré au commando de la boulangerie, qui opérait hors du périmètre interne, tout en restant dans la zone de sécurité. Il obtint ensuite 3 tenues civiles cachées dans la boulangerie, puis de faux papiers fabriqués avec du matériel volé. Kencart, permis de travail, document de déplacement. Il fixa un point de rendez-vous avec un contact de la résistance à Alwernia, à 30 km. Et il planifia une diversion. Une fausse alerte de bombardement, coordonnée avec l'extérieur, pour semer la confusion. La nuit choisie, du 26 au 27 avril 1943. Restait la question morale qui le hantait. La responsabilité collective. Son évasion signifierait l'exécution de 10 prisonniers de son bloc, choisis au hasard. Il se raccrocha à un calcul terrible. 10 mourront pour que les informations que je porte puissent en sauver des milliers. C'est une mathématique atroce, mais c'est la seule qui existe ici. Certains de son réseau s'y opposèrent, parlant de trahison. Pilecki répondit « Rester condamne davantage de gens. Dehors, je peux parler, faire un rapport, tenter de convaincre les Alliés de bombarder le camp ou les voies ferrées. Chaque jour où les convois continuent, des milliers meurent, mais 10 contre leurs milliers. » Le raisonnement était valable, mais pas moins douloureux. La nuit du 26 avril, Pilecki, Redzej et Ciesielski se préparèrent. Ils avaient mémorisé chaque étape, minuté chaque mouvement, prévu des dizaines de scénarios d'échec. Ils ignoraient qu'un garde SS ivre déciderait cette nuit-là de faire une ronde non prévue, bouleversant tout. La nuit de l'évasion, 26 avril 1943, 23 heures. Les 3 hommes étaient à la boulangerie, de nuit, à cuire le pain pour 15 000 prisonniers. Le chef d'atelier, un civil polonais sympathisant, devait oublier de verrouiller la porte arrière. À 23h30, la fausse alerte de bombardement devait retentir, créant 15 à 20 minutes de confusion. Garde vers les abris, projecteurs repositionnés,
Mouvement chaotique. Ce laps de temps devait suffire à changer de vêtements, sortir, traverser la zone de sécurité et atteindre l'obscurité du dehors avant qu'on ne remarque quoi que ce soit. À 23h28, 2 minutes avant l'alerte, entra l'Oberscharführer Hans Schmidt, SS, connu pour sa brutalité, manifestement ivre, venu chercher du pain à emporter. Le civil, nerveux, lui donna 2 miches. Schmidt resta, bavarda, divaga. Les minutes passèrent. 23h30, 23h35, 23h40. L'alarme retentit finalement à 23h43, 13 minutes de retard. Schmidt, entendant l'alarme, sortit en courant vers son poste. Le civil regarda Pilecki. « Maintenant, vite !» En moins de 2 minutes, ils retirèrent l'uniforme rayé, enfilèrent les vêtements civils, glissèrent les papiers dans les poches et sortirent par la porte arrière. Dehors, un chaos discipliné. Des gardes couraient vers les bunkers, des projecteurs balayaient le périmètre, des chiens aboyaient. L'alerte déclenchait un protocole. Gardes en position défensive, prisonniers dans les blocs, civils aux abris. Et surtout, pendant quelques minutes, certaines zones habituellement surveillées se retrouvaient vides, le temps que les équipes se repositionnent. Pilecki guida le groupe vers le périmètre, mais pas vers les barbelés de front. Il avait repéré un endroit où un petit abri de stockage avait été construit contre la clôture, créant un angle mort pour un mirador. Ils grimpèrent Dirhammer sur le toit de l'abri. À partir de là, avec une planche volée, ils improvisèrent un pont au-dessus du fil électrifié. Un geste d'une folie absolue. La planche pouvait glisser, l'électricité pouvait les tuer, un projecteur pouvait les découper de lumière. Redzedge passa le premier. Réussi. Siezielski ensuite. Réussi. Pilecki en dernier. À mi-chemin, un projecteur tourna vers eux. Pilecki se figea, totalement exposé. Si l'opérateur s'arrêtait une seconde, c'était fini. Le faisceau continua son balayage sans s'accrocher. Il ne les avait pas vus. 3 secondes plus tard, Pilecki était de l'autre côté, hors du périmètre principal. Mais il restait la zone d'exclusion de 2 km. Chaque seconde comptait. Ils coururent vers la forêt au nord. Derrière eux, des ordres en allemand, des sifflets, des chiens. Leur absence avait été remarquée plus tôt que prévu. L'alarme d'évasion retentit à 23h52, 9 minutes après leur sortie. Protocole enclenché. Patrouille, chiens, barrages, alerte dans les villages. Ils coururent en évitant les chemins, traversant les sous-bois, trébuchant sur des racines, se heurtant dans l'obscurité. Après 40 minutes, ils estimaient avoir couvert 5 km, hors de la zone la plus immédiate, mais toujours en danger. Ils s'arrêtèrent un instant. Pilecki possédait une petite boussole, obtenue par contrebande. Il fallait remonter vers le nord-est, vers Alvernia. La forêt était épaisse, sans repère clair. À 2 heures, ils entendirent des chiens proches. Une patrouille gagnait du terrain. Redzedge proposa de se séparer. Ils ont des chiens. Les chiens suivent les traces. Si on se disperse, on brouille la piste. On se retrouve à Alvernia. C'était risqué, mais cela augmentait les chances. Pilecki accepta. Ils se divisèrent, chacun prenant une direction légèrement différente vers le point de rendez-vous. Pilecki courut seul. Les chiens se rapprochaient. Il atteignit un ruisseau et eut une idée. Marcher dans l'eau sur une trentaine de mètres pour casser l'odeur, puis ressortir sur l'autre rive et repartir. Derrière lui, il entendit la confusion. Aboiements, aux cris. Ça avait fonctionné, au moins un temps. Vers 4 heures, il estimait avoir parcouru 15 km. Il était vidé, déshydraté, les pieds en sang. Il continua. À l'aube, vers 5h30,
il aperçut les lumières d'un village, Alvernia. Il attendit en lisière jusqu'à voir les premiers habitants se mettre en mouvement. À cette heure, il entra dans le village en jouant le rôle d'un simple travailleur agricole polonais. Ses faux papiers affirmaient qu'il travaillait dans une ferme proche. Le point de rendez-vous, l'église du centre. Il entra, feignant la prière. Un homme âgé était assis au dernier banc. Le contact. « Tu es perdu, mon garçon ?» demanda-t-il selon le code. « Je cherche le chemin de la maison », répondit Pilecki. On l'emmena dans une planque. Redzedge était déjà là. Ils attendirent jusqu'à midi. Siezielski ne vint jamais. Après la guerre, ils apprendraient que Siezielski avait été repris à 1 kilomètre d'Alvernia et exécuté sur place. Pilecki et Redzej avaient pourtant réussi l'impossible, s'évader d'Auschwitz. Restait la partie la plus difficile, faire croire le monde. Le rapport que personne ne voulait croire, mai 1943. Pilecki atteignit Varsovie après 2 semaines de route à travers la Pologne occupée. Passant de planque en planque, évitant checkpoint et patrouille. Il était affamé, malade, traumatisé par 2 ans et demi d'Auschwitz, mais totalement focalisé sur sa mission, écrire un rapport complet. Pendant 6 semaines, il écrivit de façon obsessionnelle. Le résultat? Le rapport de Witold, rapport Witolda, un document d'une centaine de pages, premier témoignage complet et structuré sur Auschwitz, accessible aux Alliés. Le rapport était d'une précision stupéfiante. Pilecki y décrivait l'organisation interne d'Auschwitz, nom des commandants SS, hiérarchie, effectifs, procédures. Les conditions des prisonniers, ration calorique, mortalité, cause, faim, typhus, exécution, expérience. Les opérations d'extermination, chambres à gaz, capacité des crématoires, sélection sur la rampe, Zyklon B, pillage des biens. Des estimations chiffrées, pour mai 1943, environ 400 000 morts, majoritairement juifs. Et des recommandations, bombarder chambres à gaz et crématoires, bombarder les voies ferrées, larguer des armes pour un soulèvement interne. Le rapport transita par les filières de la résistance jusqu'au gouvernement polonais en exil à Londres. En août 1943, des copies furent remises aux services britanniques et américains. La réponse fut un choc, un scepticisme presque total. Les analystes britanniques classèrent le texte comme « propagande exagérée ». Un officier écrivit en note interne, en substance. Les descriptions d'usines de mort sont invraisemblables. Aucun État civilisé, même l'Allemagne nazie, ne mettrait en place un système industriel d'assassinat. M. Pilecki a probablement vécu un camp brutal et exagère, sous l'effet du traumatisme ou pour des raisons propagandistes. Les Américains furent tout aussi condescendants. Auschwitz est clairement un camp à forte mortalité. Mais l'extermination systématique de centaines de milliers de personnes au moyen de chambres à gaz industrielles n'est pas crédible. Pourquoi cette incrédulité? Parce qu'il n'existait aucun précédent. Le génocide industriel n'avait jamais eu lieu à une telle échelle. Parce qu'il y avait un biais envers les sources polonaises jugées dramatiques. Parce que la propagande de la Première Guerre mondiale avait laissé des traces. Des atrocités inventées avaient été démenties après coup, rendant les analystes méfiants. Parce qu'il existait une négation psychologique. Accepter ce rapport, c'était accepter l'existence d'un mal absolu organisé comme une industrie. Mais surtout, il y avait une raison stratégique. Même en croyant Pilecki, agir signifiait détourner des ressources de guerre. Il était plus commode de douter que d'affronter un choix moral coûteux. Pilecki, qui avait tout risqué, survécut à l'enfer
s'était évadé et avait livré un dossier détaillé, fut anéanti. Il écrivit en novembre 1943 une lettre désespérée. J'ai fourni des preuves précises. J'ai offert mes services si la RAF décide de bombarder le camp. Que vous faut-il de plus? Combien doivent mourir avant que vous agissiez? Il n'y eut pas de réponse. Il insista encore. En 1944, il envoya des mises à jour évoquant jusqu'à 1,5 million de morts à Auschwitz, suppliant d'agir pendant les déportations hongroises. Rien ne changea. Auschwitz ne fut jamais bombardé. Les voies ferrées non plus. Aucun largage d'armes n'eut lieu. Le camp continua de fonctionner jusqu'en janvier 1945, quand l'Armée rouge le libéra. Environ 1,1 million de personnes y avaient été assassinées. Pilecki avait documenté le génocide pendant qu'il se produisait. S'était évadé pour avertir le monde, avait apporté des détails et avait été ignoré. Sa mission, au sens de prévenir des morts supplémentaires à Auschwitz, échoua. Non pas à cause de lui, mais parce que le monde refusa de croire l'incroyable. Après la guerre, la dernière punition, Pilecki survécut au reste de la guerre et combattit lors de l'insurrection de Varsovie, août à octobre 1944. Tentative de libération de la ville avant l'arrivée soviétique. L'insurrection fut écrasée. Pilecki fut capturé et envoyé dans un camp de prisonniers de guerre allemand, où il resta jusqu'à la libération alliée en 1945. Quand la guerre se termina, la Pologne ne fut pas réellement libérée. Elle passa de l'occupation nazie à l'occupation soviétique. Staline installa un régime communiste fantoche et réprima la résistance non communiste, arrêtant d'anciens combattants comme ennemis de l'État. Pilecki, après Auschwitz et la guerre, prit une décision fatale. Rester en Pologne pour témoigner aussi des crimes soviétiques. Il rejoignit la résistance anticommuniste et reprit son rôle d'agent de renseignement, documentant les exactions du régime. En 1947, la police politique communiste l'arrêta. On l'accusa d'espionnage pour des puissances impérialistes occidentales. Pendant des mois de torture, il ne céda pas. En mars 1948, il fut jugé lors d'un procès spectacle, condamné à mort. Le 25 mai 1948, Witold Pilecki, l'homme qui s'était fait déporter volontairement à Auschwitz, qui y avait organisé la résistance, qui s'était évadé et avait documenté la Shoah, fut exécuté d'une balle dans la nuque à la prison de Mokotów, à Varsovie. Il avait 47 ans. Ses dernières paroles, selon des témoins, « J'ai essayé de vivre de telle sorte qu'à l'heure de mourir, je sois plus joyeux que craintif. » Son corps fut jeté dans une fosse anonyme. Sa famille n'apprit où il reposait qu'en 2012. Pendant 41 ans, sous le régime communiste, Pilecki fut effacé de l'histoire. Ses rapports sur Auschwitz furent supprimés, car ils montraient que les communistes n'étaient pas les seuls héros de la résistance. Ses activités anticommunistes servirent à le discréditer. Ce n'est qu'après 1989, après la chute du communisme, que son histoire refit surface. En 1995, il reçut à titre posthume l'ordre de l'Aigle blanc, la plus haute distinction polonaise. En 2006, il fut officiellement innocenté. Son rapport Witolda, ignoré en 1943, est aujourd'hui considéré comme l'un des documents les plus importants sur la Shoah. L'héritage du volontaire. L'histoire de Witold Pilecki est unique, parce qu'elle inverse le récit habituel. D'ordinaire, on parle de victimes qui tentent de s'évader et échouent, ou de survivants qui s'échappent et témoignent. Lui est entré volontairement dans le pire endroit conçu par l'homme, avec un plan prémédité. Survivre à l'impossible.
consigné l'inconcevable et rapporté l'incroyable. Son héroïsme n'est pas celui d'un champ de bataille. Il n'a pas libéré un camp, ni saboté une usine, ni abattu des nazis à la chaîne. Il a fait, aux yeux des nazis, quelque chose de plus dangereux. Il a documenté. Dans un régime bâti sur le secret, documenter est une forme de résistance mortelle. Les nazis pouvaient tolérer des sabotages ponctuels. Ils ne pouvaient pas tolérer les témoins. Pilecki fut le témoin absolu. Pendant 947 jours, il observa, mémorisa, organisa, survécut. Puis, il s'évada et écrivit un témoignage qui devint, plus tard, l'une des bases de notre compréhension de la Shoah. Mais son héritage est aussi un avertissement sur le déni. Le Monde disposait d'un dossier détaillé sur Auschwitz en août 1943. Nom, chiffres, procédures, structure. Et pourtant, le Monde choisit de ne pas y croire. Non parce que les preuves manquaient, mais parce que croire exigeait d'agir. Et agir demandait un sacrifice stratégique que les dirigeants alliés n'avaient pas envie d'assumer. Ce déni jette une ombre durable sur la victoire alliée. Même en célébrant la chute du nazisme, il faut se rappeler que cette chute vint après des années, durant lesquelles la machine d'extermination put fonctionner sans interruption, malgré des informations précises sur ce qui se passait. Pilecki mourut en sachant que sa mission fut à la fois un succès et un échec. Succès d'avoir documenté, échec d'avoir convaincu, succès d'avoir survécu, échec d'avoir stoppé. Dernière ironie. Il survécut à Auschwitz pour être tué par le régime qui prétendait avoir libéré son pays. Les nazis ne découvrirent jamais que le prisonnier 4859 était un agent du renseignement opérant sous leurs yeux. Et même s'ils l'avaient découvert, ils n'auraient pas pu empêcher l'essentiel. Quand il s'évada, Pilecki avait déjà atteint son objectif principal, rendre la vérité indestructible. Sa vérité, rejetée au départ, finit par s'imposer. Ces rapports furent utilisés à Nuremberg, cités par les historiens, enseignés aux générations suivantes. L'homme qui entra volontairement en enfer pour raconter finit par être entendu. Il fallut simplement 40 ans après sa mort. Aujourd'hui, au musée d'Auschwitz, une exposition lui est consacrée. On peut lire des extraits de son rapport Witolda, voir sa photo d'avant la déportation, apprendre comment il bâtit une organisation clandestine de près de 1000 personnes. Beaucoup de visiteurs restent sidérés. L'idée qu'un homme se soit infiltré volontairement à Auschwitz est presque impossible à assimiler. Mais c'était précisément ce que Pilecki avait compris. Les nazis ne soupçonneraient jamais qu'on puisse entrer volontairement en enfer. Et là-dessus, il avait raison. Pendant 947 jours, ils ne soupçonnèrent sur rien. Ils ne découvrirent ni son organisation, ni sa ligne de communication avec l'extérieur, ni le fait qu'il menait une mission de renseignement pendant qu'il portait des briques et cuisait du pain. Quand il s'évada, ils crurent qu'il n'était qu'un détenu de plus, fuyant la brutalité. Ils ne réalisèrent au jamais qu'ils venaient de perdre leur témoin, le plus dangereux. Witold Pilecki démontra quelque chose de profond sur la résistance. Les armes les plus puissantes contre la tyrannie ne sont pas toujours physiques. Parfois, elles sont testimoniales. Parfois, elles sont documentaires. Parfois, elles sont simplement le refus de laisser la vérité être effacée. Les nazis, Gedenksheim, avaient construit Auschwitz pour que ce soit un secret parfaitement gardé. Pilecki en fit un crime parfaitement documenté. Au final, son volontariat fut une victoire, même s'il ne vécut pas assez longtemps pour la voir.